aux archives départementales, il existe un fonds bien exploitable, très facile d'accès direct d'ailleurs, qui s'appelle le fonds Miron-Raveau. Alors, Raveau, c'était la fortune la plus élevée que vous avez pu constater dans le tableau de Pierre Cernat. Et cette maison... Pardon? Ah oui, pardon. J'ai pas l'habitude du tout. Ce fonds Miron-Raveau a donc des références de 1346, ça remonte très très loin, à 1925. Alors les Raveau, c'était une famille de raffineurs de sucre et ils se sont alliés avec les Miron. Alors j'ai cherché s'il y avait un rapport entre la rue François Miron à Paris, où il y a effectivement de très nombreux épiciers. Alors peut-être que c'est ça, parce que les Miron à Paris étaient des épiciers. Alors à Orléans aussi, semble-t-il. Alors la maison de commerce, donc Miron, qui était à Orléans, elle faisait du commerce en tout genre, dont nous a parlé Emmanuel Brouard. Donc, entre autres, donc ils étaient installés, vous voyez, dans plein d'endroits, et en particulier dans ce qu'on appelait la rue de l'Égalité, qui est devenue la rue Royale plus tard, la rue Macheclou. Alors ça, c'est une rue très importante, c'est la rue de Recouvrance qui est située là. Rue de l'Écrevisse, je ne l'ai pas trouvée, et puis rue des Turcis, et surtout rue des Cures. Donc ils avaient quand même des bâtiments qui étaient intéressants. Ça, il ne s'agissait pas de production, là, de quoi que ce soit. Alors, à la même époque, donc, la raffinerie de sucre Raveau est implantée dans le quartier Saint-Pierre-le-Pellier, vous connaissez, et le quartier Saint-Laurent, un peu plus à l'ouest, vers le Quai-Sipierre. Et puis en 1766, donc dans les époques dont nous avons beaucoup évoqué l'existence, Raveau, il a racheté la raffinerie Lorillard, Porte-Bagné, est devenu Bel-Air ou Saint-Paterne. Et lui-même, il réside 59 rue de la Bretonnerie. Alors vous voyez sur cette carte, les petits ovales sont rouges, ce sont des biens immobiliers qu'il possède. Et puis il y a les 3 raffineries qui étaient très importantes, puisque c'est quand même celui qui a gagné le plus d'argent sur Orléans, qui sont situées à l'ouest, au sud et au nord. Donc ça, c'est la famille Raveau. Et puis, ce qui se passe, c'est que dans les années 1785, les affaires sucrières et commerciales sont très bonnes à la veille de la Révolution. Les familles Miron, Collat des Francs, alors vous avez vu aussi Collat de Malmust, ce sont les mêmes, et qui existent encore. Et puis Ragnet de Saint-Albin, eux, ils vivent plutôt en Sologne. Ils forment de très puissantes familles commerciales et matrimoniales, et on en a entendu beaucoup parler, Mademoiselle Vandeberg, parce que ça s'écrit de 36 façons à la fois, qui est dans la fortune sucrière. Elle épouse un Collat des Francs au 19e, et puis Miron et Collat des Francs se sont alliés pour, par exemple, posséder le château de la Toine, que vous connaissez peut-être, dans la commune de Bacon, dans le Var, qui est un magnifique château par ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le grossiste Miron, donc, il vendait tout, dont du sucre, mais il ne le fabriquait pas. Il vend ses sucres et autres denrées travaillées en Italie, en Suisse, en Allemagne. On a toute la liste des commerçants qu'il a à sa disposition. Bien sûr, dans tout l'est de la France. Et dans l'an 9 de la Révolution française, Raveau, donc le raffineur, vend sa raffinerie de Saint-Laurent à Robert Collat des Francs, qui vont rester une puissance terrible sur Orléans, peut-être encore de nos jours, mais achète définitivement la 3e raffinerie de Saint-Pierre-le-Pellier. Les affaires se font et se défont. Mais la révolte de Saint-Domingue, ça on n'en a pas trop parlé parce que ce n'était pas l'objet de notre conférence ce soir, peut-être que ça reviendra. La révolte de Saint-Domingue, c'est la révolte des esclaves. Vous savez que les choses se sont très mal passées pour tout le monde, et même pour nos amis polonais, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais un corps expéditionnaire de 5000 soldats polonais sont venus aider les armées françaises pour lutter contre la révolte des esclaves, et la plupart d'entre eux ont préféré, les Polonais, la liberté et se sont alliés aux esclaves. Ce serait intéressant de faire un travail là-dessus. Hein. Et donc, là, on a investi, tout le monde a essayé de se débrouiller de son argent, et les familles Raveau, vers 1813-1815, ont vu que ça sentait le brûler, au sens propre. Et donc Jean Raveau a liquidé ses raffineries de sucre à Orléans, et il a investi ses capitaux dans la propriété foncière, essentiellement en Beauce, pour sa fortune personnelle. Alors vous avez la liste là de toutes les communes où il a investi l'argent tiré du sucre et des 700 000 livres dont on a parlé. Et voilà ce que ça donne. Dans l'Eure-et-Loire, c'est des fermes extrêmement importantes, j'en connais beaucoup personnellement. Et dans les Yvelines, il a une énorme ferme de la Chevalière aussi, et qui a été revendue, curieusement, à Athanas Collat des Francs, donc c'est toujours les mêmes. Et
Et voilà ce que ça donne. Alors, oui, si vous la voyez très bien, ça, ce sont les fermes, les propriétés de la famille Raveau, après revente en 1812, 1813, 1814, à travers la Beauce et à travers un peu la Sologne, mais allié avec la famille Collat-Desfrancs. Voilà. Pardon. Ah, pardon. Oui, tant que je me répète, là vous avez toutes les fermes qui ont été rachetées par la famille Raveau vers 1812-1813. Vous voyez, alors moi j'ai recensé pour l'instant 21 exploitations qui, encore de nos jours, fonctionnent très bien pour la plupart d'entre elles. Et ce qu'il faut essayer de savoir peut-être maintenant, si des historiens et des économistes voulaient se pencher sur la question, c'est savoir si ces fermes-là ne sont pas devenues, à partir de 1830, des fermes d'exploitation de la betterave à sucre. Donc c'est que l'argent avait été gagné au XVIIIe siècle grâce au sucre produit par les esclaves, parce que vous avez bien compris qu'il n'y aurait pas eu de sucre sans esclaves. Et puis, voyant que les choses marchaient mal, on a réinvesti dans le sucre. Alors maintenant, peut-être c'est des investissements qui ont lieu peut-être maintenant dans les éoliennes aussi. Et donc, oui, ce serait intéressant. Et la famille Collat-Desfrancs tourne ses investissements ailleurs, elle, vous allez voir. Donc, parce que la famille Collat-Desfrancs, elle a beaucoup investi dans l'immobilier, et en particulier, vous connaissez peut-être la rue de l'Immobilière ou la place Collat-Desfrancs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Orléans, hein, pas très loin de la rue des Incrailles. Alors, rien ne dit qu'ils ont un rapport direct avec tout ça, mais ça m'étonnerait qu'il n'en ait pas. Et ils ont été aussi investis beaucoup avec les Raguenettes Saint-Albin dans la chasse. Et dernier point, il y a un raffineur qui est resté isolé, un des derniers, il s'appelait Lignot, alors il y en a qui connaissent, et il a une venelle. Si vous allez vous promener rue de l'École Normale, vous verrez qu'il y a une venelle de la raffinerie, et que certainement c'est une des dernières raffineries de sucre qu'il y a eu sur Orléans vers les années 1830, et lui aussi, on sait où il a investi son argent. Après le sucre, il a investi dans la vigne, mais il n'a pas eu trop de chance parce qu'en 1854, tout a disparu. Voilà. Alors moi, je voulais donc vous présenter ça, puis je vais vous présenter quelqu'un d'autre. C'est une petite découverte. Alors je tiens à remercier publiquement Je tiens à remercier publiquement ici Madame de la Fournière, qui, avec la SAHO, l'année dernière, a découvert, avec d'autres, un magnifique parc arboré qui se trouve à Montbarrois, tout près de Bois-Commun, dans le nord-est du Loiret, pas loin de Baud-de-la-Rolande. Bon, mais jusque-là, pas de problème. Mais Madame de la Fournière, qui, bien sûr, a vécu longtemps en Haïti, a posé des questions au propriétaire. Et le propriétaire actuel lui a dit, oui, c'est vrai, il y a certainement eu des histoires avec Haïti et l'esclavage, Haïti, Saint-Domingue, parce que le propriétaire fondateur, plus ou moins, de ce château de la Javelière, a vécu, il est né en Haïti. Bon, ça s'est arrêté là, et moi, mon sang n'a fait qu'un tour, et je suis allé voir ce monsieur qui m'a dit, voilà, il y a à peu près 30 ans, j'ai acquis cette magnifique maison. Il dit maison, vous allez voir, bon, c'était un peu grand comme maison, mais donc voilà, ce magnifique bâtiment appartenait donc de la Javelière, ça s'appelle comme ça, maintenant de nos jours. Il appartenait donc à Louis-Jean Pellerin de la Buxière ou de la Bussière. Alors, il ne faut pas confondre avec l'autre château de la Bussière, ils n'ont rien à voir, semble-t-il. Et il était né à Torbec, au sud d'Haïti, donc le Saint-Domingue d'ancien Haïti actuel. Le 13 février 1731, il vivait en partie grâce au travail des esclaves de Saint-Domingue, dont il était propriétaire, avec son frère, dans l'île aux Vaches, qui est au sud, vous allez voir où ça se trouve. Alors, c'est vrai que Orléans sentait le sucre à la même époque, mais vivait aussi en partie grâce à l'esclavage de Saint-Domingue, et là, vous en avez une preuve formelle, vous allez comprendre. Donc, ici, sur cette carte, vous voyez, par héritage et mariage, Jean Pellerin de la Bussière ou de la Bussière, il devint propriétaire du domaine de la Javelière, situé au nord-est du bailliage d'Orléans, 7e district. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes ces choses-là, mais on va les voir très rapidement. Et il était né donc là, vous voyez la flèche bleue qui est sur la carte, ça c'est une partie de Saint-Domingue, c'est le sud d'Haïti, mais vous voyez, la République dominicaine se trouve du côté droit, et puis pas loin il y a Cuba, et lui il était né à Torbec, et il avait sa propriété avec son frère à l'île aux Vaches ou l'île à Vaches,
hein, vous voyez, qui est au sud. Alors, voilà. Donc, voilà la propriété de la Javelière. La Javelière, donc bois commun dans le Loiret, hein, c'est évident, et à l'île aux Vaches à Saint-Domingue, les deux pèlerins de la Bussière, ils sont deux frères. L'aîné est avocat en métropole, mais il est né à Torbec, je me répète un peu, Saint-Domingue, le 13 février 1731. Son frère est médecin de marine, résidant à la grande habitation. L'habitation, on n'en a pas beaucoup parlé, là, ça veut dire l'exploitation sucrière avec des esclaves appartenant à des Blancs. Hein, bon. Alors, vous voyez, ça passe de l'un à l'autre, on voit une partie. Et, pardon. Voilà, ça c'est une carte. Alors, je m'excuse, la carte est déformée volontairement pour qu'elle puisse tenir sur ma page. Du 7e district du bailliage d'Orléans, parce que avant la Révolution française, il y a eu donc désignation de députés pour les États généraux. Pour les États généraux, c'était encore la monarchie, et il y avait un découpage avec des districts. Et il se trouve que le Loiret était, ce qui est devenu le Loiret, pardon, parce que les départements ont été proclamés après, eh bien, était divisé en 7 districts. Il y avait un district de bois commun, en vert, là. Vous voyez, il est là. Je ne peux pas le montrer. Et lui, bien sûr, de la Bussière, il avait une relation permanente avec l'île aux Vaches, que vous voyez là, et puis une pointe, juste après, peut-être certains peuvent lire, mais je vais vous le dire, au sud de l'île aux Vaches, il y a une pointe qui s'appelle Abacou. Et donc l'adresse postale de toute cette famille, c'était toujours la pointe d'Abacou. Vous allez comprendre après pourquoi. Et donc, voilà, Louis-Jean Pellerin de la Bussière, dit l'aîné, ils étaient deux frères, il était né, donc voilà, et il est décédé en 1796 à Montbarrois. Montbarrois, c'est le même nom que Bois commun. Hein. Alors, son frère était médecin de marine, résidant dans l'habitation familiale située à l'île aux Vaches, ou l'île à Vaches, et il soignait beaucoup les habitants, mais aussi ceux de l'exploitation familiale. Il a été très, très dévoué, visiblement, son frère, là-bas. Quant à lui, Jean Pellerin de la Bussière, il vit donc dans ce domaine situé à Montbarrois, mais il fait des allers-retours hein, vers Saint-Domingue, et il fut désigné en 1789 comme député du tiers-État, aux États généraux pour représenter le 7e district du bailliage d'Orléans, futur Loiret. Alors j'insiste, vous avez compris, pour tiers-État, parce que c'est aussi un des problèmes que moi j'ai avec Orléans. Hein, parce que ce monsieur, je ne le voyais pas vraiment représenter le tiers-État. Donc, alors, Saint-Domingue, c'était, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, 450 000 esclaves environ, 22 000 sujets libres blancs, plus ou moins libres, c'est compliqué, et puis 22 à 28 000 colons, dont beaucoup, j'ai la liste des noms, beaucoup sont originaires de Bretagne, et en particulier de Saint-Malo. Donc, ils sont propriétaires des habitations, des esclaves, et vous voyez qu'un jour, dans les archives que j'ai pu consulter, dénommé Darian, qui était procureur, il a pu faire un inventaire que je vous propose de regarder, c'est très édifiant. Alors voilà, ça c'est un document authentique que j'ai fait une photographie, pas une photocopie, une photographie, un titre de propriété pour moitié entre Louis-Jean de la Bussière et le marquis de Lamette, qui est devenu un peu plus tard plus connu. Et c'est un titre de propriété très officiel, vous voyez, bien de Saint-Domingue, titre de propriété de la grande habitation, appartenant pour moitié par individu à M. Pellerin de la Javelière et pour l'autre moitié à M. Lamette. Voilà. Donc là, vous avez le titre, c'était vous avez compris, un Loiretain, comme on dit maintenant, qui était donc un grand propriétaire qui exploitait donc des esclaves dans l'île de Saint-Domingue. Alors, document passionnant. Dans les archives que j'ai pu consulter, et qui ne sont pas dans les archives ni municipales ni tout ça, ça c'est un des problèmes français, je vous expliquerai ça en 2 secondes tout à l'heure, et bien dans les archives que j'ai pu consulter, vous avez ici la photographie d'un véritable cadastre, et tout, vous voyez la zone en vert là, qui est sur le côté droit, en bas, vous voyez du vert, c'est marqué exploitation des cannes, les cannes à sucre, à cet endroit-là. Et le nom des rivières, on le retrouve sur les plans traditionnels de l'époque. On a une chance terrible d'avoir ce document qui n'existe que chez ce monsieur. Alors, l'inventaire, car c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas que ça, mais enfin, l'inventaire de la grande habitation des pèlerins frères, Bussière en 1768, sise au sud de Saint-Domingue, au fond de l'île aux Vaches. Alors, l'inventaire,
c'est pas Prévert qui le fait, c'est moi. 80 esclaves nègres venus 17 du Congo, etc. On détaille tout. 59 négresses, dont 24 créoles et 10 du Congo. 26 négrillons, avec précision toujours sur leur origine. Comment elles se sont reproduites. Comment les esclaves ont fait des enfants pour augmenter le cheptel. Parce que c'est bien de ça. Non, mais je ne dis pas. C'est ce qu'on disait. Alors, 29 négrites de filles. Alors pareil, avec... et puis, par suite... Dans le même tableau, c'est ça qui m'a, moi personnellement, encore révolté, je le cache. Dans le même tableau, avec des colonnes identiques, je vous ai dit des esclaves noirs, etc. Et puis 4 chevaux de chasse, 49 mules de moulin, on a vu d'ailleurs un dessin, 5 bourriques sans nom, 25 bœufs, 7 vaches, 11 barriques de sucre brut, et puis une petite place, ce qu'on appelle une petite place, c'est une habitation plus petite qu'ils avaient un peu plus loin, sur le plan on la voit. Alors, sur la petite place, ils avaient 19 esclaves avec bien l'origine d'où ils venaient. Vous voyez, ils savaient parfaitement d'où ils venaient. C'est vrai qu'ils ne duraient pas longtemps, en général 5-10 ans, j'ai remarqué. Et 8 femmes, dont 3 créoles, des Congos, etc. 3 enfants, 15 bêtes à cornes, ou 13 bêtes à cornes, pardon, 21 chèvres et moutons, et un orphelin. De je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi. Et puis, tous les ustensiles de tout type sont nommés. C'est-à-dire que vous avez compris, tout ce monde-là, aussi bien les esclaves, les femmes, les enfants, etc., les casseroles et tout, ce sont des ustensiles. C'est comme ça. Alors, l'avocat, donc, parce qu'il était avocat, notre ami Pellerin de la Buxière, dit aussi l'aîné, celui qui vivait donc dans le Loiret. Il était député des États généraux pour le district de Bois-Commun, bailliage d'Orléans. Il vivait des échanges fructueux du travail des esclaves de son habitation à l'île aux Vaches ou à Vaches. Il entretenait une correspondance fort soutenue avec Saint-Domingue, comme ces lettres présentes ici peuvent partiellement en témoigner. Le dépouillement reste à faire pour des centaines et des centaines de documents authentiques manuscrits qui sont à la disposition des gens qui connaissent le propriétaire actuel du château. Comme ce bail notarié, par exemple 1783, ces nombreux échanges viennent il avait un agent à Marseille, il s'appelait Dumas, et il écrivait sans arrêt tout ce qui se passait. On a acheté ci, on a vendu ça, on a envoyé. Il y a des listes de produits vendus aussi, avec la qualité du sucre. Et c'est la même chose. Dès que le sucre était noirci, il le refusait. Ça, j'ai bien remarqué. Alors, voilà quelque chose aussi qui occupe beaucoup de la correspondance. C'est très intéressant pour des historiens à venir, parce que moi, j'ai pas eu le temps de faire ça. Oui. Donc... je vais terminer. Vous voyez, il y a eu tout un tas d'histoires avec un dénommé Stafford, et tout ça a été vraiment réglé par Choiseul, le duc de Choiseul. Donc vous avez des documents. Et puis, un oubli parmi d'autres. Pellerin de la Buxière, à la Révolution, sera reconnu comme il n'a pas participé aux phases révolutionnaires par Monge, c'était son ami, le 12 octobre 1792, alors ministre de la Marine du gouvernement révolutionnaire de la Convention, Monge, mathématicien, Louis-Jean Pellerin de la Buxière ou de la Buxière meurt le 1er avril 1795 en tant que propriétaire terrien à Montbarrois, Loiret. Il avait certainement conseillé Monge, devenu ministre de la Marine durant la Convention, face aux Anglais, entre autres combats. Les terres ensuite furent exploitées par d'autres à Saint-Domingue, mais les esclaves en se sont révoltés, vous le savez. À Montbarrois, le dernier Pellerin de la Buxière mourut sans descendance, ce qui explique beaucoup de choses, en 1834. Et donc voilà, l'actuel propriétaire, il a reçu ces documents-là il y a 30 ans. Il les a classés plus ou moins, assez bien finalement. Et puis c'est la Javelière, maintenant c'est un parc botanique, si on peut appeler. Et puis de la Javelière à Montbarrois, Loiret, à la grande habitation située à l'île aux Vaches, à Saint-Domingue, il n'y a qu'un pas, celui de Pellerin, Louis-Jean Pellerin de la Buxière, député aux États généraux pour le tiers-état du bailliage d'Orléans. Le sucre est une aventure loiretaine à découvrir.